Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous concerne tous, je pense, de près ou de loin. Comment bien vieillir? Bonjour. Pas forcément chercher à rester jeune à tout prix, mais plutôt comment faire pour que cette période de vie reste riche, active. Tout à fait. Et pour ça, il y a un point clé, mais souvent un peu oublié, la santé de nos muscles. Exactement. Garder sa force, pouvoir bouger facilement, c'est vraiment fondamental pour l'autonomie, pour la qualité de vie au quotidien. Hmm. Et c'est là qu'intervient un terme dont on entend de plus en plus parler, mais qui reste, c'est vrai, assez méconnu. La sarcopénie. La sarcopénie, ouais, un mot qui sonne un peu médical, peut-être un peu impressionnant. Notre but aujourd'hui, c'est justement de rendre ça plus clair. Oui, Comprendre ce que c'est vraiment, qui ça concerne, et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour garder nos muscles en forme. On va regarder ça ensemble le plus simplement possible. D'abord, peut-être parlons un peu de cette idée de vieillir. On le voit souvent comme, une période où on perd des choses. c'est souvent la perception, oui. Pourtant, il y a des voix, des témoignages qui nous disent aussi qu'on peut voir ça autrement. Accepter les changements, avec plus de sérénité, trouver de la valeur dans les relations, les petits plaisirs. Je pense par exemple au moment entre grands-parents et petits-enfants. C'est précieux, ça. Ah oui, c'est une très belle perspective. Vieillir, ce n'est pas une maladie en soi, mais c'est vrai que le corps change. Et du coup, maintenir une bonne condition physique, ça devient encore plus important pour pouvoir justement profiter de ces bons moments. C'est ça. Des muscles solides, ça permet de rester autonome, de sortir, de jouer avec les petits-enfants, d'aller voir des amis. Et c'est là justement que la sarcopénie, si on n'y prête pas attention, peut devenir un vrai frein. Alors allons-y. La sarcopénie, pour que tout le monde comprenne bien, c'est quoi exactement? Alors pour faire simple, c'est une perte progressive et généralisée qui touche trois choses dans nos muscles, ceux qui nous font bouger, les muscles squelettiques, Hmm. leur masse, donc la quantité de muscles, D'accord. leur force, c'est-à-dire leur capacité à produire un effort, et leur fonction, en gros leur efficacité pour faire une tâche comme marcher vite ou se lever d'une chaise. Donc c'est pas juste fondre un peu, une question d'apparence. C'est vraiment la force, la capacité à faire les choses qui diminuent. Un peu comme l'ostéoporose qui fragilise les os, là c'est les muscles qui faiblissent. C'est une bonne image, oui. Et ce qui est un peu particulier, c'est que souvent, la perte de force, elle commence bien avant que la perte de masse soit vraiment visible. Ah oui, exact. Oui, on peut se sentir plus faible, avoir plus de mal pour certains gestes, sans forcément avoir l'air moins musclé au début. Mais les conséquences, elles sont très concrètes. On imagine bien, oui. Pensez à Monsieur Younes, là, qui nous disait qu'il avait de plus en plus de mal à porter ses sacs de course en revenant du marché, ou simplement à se lever de son fauteuil sans s'aider des bras. Ça, c'est typique. Hmm. Cette faiblesse, elle augmente beaucoup le risque de chute. Et une chute chez une personne plus âgée, ça peut vite entraîner une fracture, une hospitalisation et une perte d'autonomie derrière qui est parfois difficile à récupérer. C'est clair. Mm. Monter un escalier, ça devient difficile. Faire son ménage aussi. Et ça ne s'arrête pas là. Des muscles plus faibles protègent moins bien les articulations, donc ça peut aggraver des douleurs d'arthrose, par exemple. D'accord. Et certaines études montrent même un lien avec une moins bonne fonction respiratoire, parce que même les muscles qui aident à respirer peuvent être touchés. C'est fou de voir à quel point ça peut impacter le quotidien, l'autonomie. Mais est-ce que les gens, et même les médecins j'ai envie de dire, sont bien au courant de ce problème? On parle beaucoup d'ostéoporose, d'arthrose, mais sarcopénie, ça sonne moins familier, non? J'avais lu quelque part que même chez les médecins généralistes, la connaissance du terme était assez limitée. C'est un des gros problèmes. Sous-diagnostic, la sarcopénie reste, oui, largement méconnue. Alors pourquoi? D'abord parce que ça s'installe tout doucement, de manière insidieuse. Hmm, Les premiers signes, une fatigue un peu plus présente, une petite difficulté pour ouvrir un bocal, c'est souvent mis sur le compte de l'âge normal. On l'entend souvent des personnes comme Madame Annie ou Monsieur Jean de Dieu dire «Oh, vous savez, à mon âge, c'est normal d'être un peu moins rapide». On banalise en fait. oui, on se dit, c'est comme ça, une fatalité. Voilà, c'est ça. Et puis il y a aussi une confusion possible avec la dénutrition ou un état de fragilité plus général. D'ailleurs, c'est intéressant. Maintenant, les autorités de santé considèrent la sarcopénie comme un signe à rechercher quand on suspecte une dénutrition chez les plus de 70 ans. Ah, d'accord. Les deux sont souvent liés, mais c'est pas exactement la même chose au départ. Et puis il faut dire aussi que la définition précise, là, avec la masse, la force et la fonction, elle est relativement récente finalement, hein.
Ah oui? Oui, le consensus des experts européens, le fameux groupe EWGSOP, bon, l'acronyme est un peu compliqué, ça date de 2010 et ça a été mis à jour en 2019. Donc il faut du temps pour que ça rentre partout dans les pratiques. D'où l'importance d'en parler, comme on le fait là, pour que les gens puissent reconnaître certains signes, oser en discuter avec leur médecin. Exactement. Justement, si on suspecte un problème, si on veut agir, qu'est-ce qu'on peut faire? Parlons un peu des solutions concrètes. L'alimentation, ça semble être un pilier important, surtout les protéines, c'est ça, hein? Ah oui, absolument central. Les protéines, ce sont les briques, hein, les matériaux indispensables pour construire et réparer nos muscles. Et là, il y a une idée reçue qu'il faut vraiment combattre. Non, les besoins en protéines ne diminuent pas avec l'âge. Ah non, on pourrait penser le contraire. Bah non. Au contraire, même les recommandations scientifiques actuelles suggèrent qu'ils pourraient même augmenter un petit peu pour bien maintenir la masse musculaire. On parle d'environ 1,0 à 1,2 grammes de protéines par kilo de poids corporel chaque jour D'accord. pour une personne âgée en bonne santé. Et ça peut même monter à 1,5 grammes s'il y a une maladie ou une dénutrition importante. 1,0 à 1,2 grammes par kilo. Pour que ce soit plus concret, pour une personne de, disons, 70 kilos, ça fait combien à peu près? Et surtout, on les trouve où facilement ces protéines? Alors pour 70 kilos, oui, ça fait entre 70 et 84 grammes de protéines par jour. Pour donner une idée, un bon filet de poulet, disons 120 grammes, ça apporte déjà presque 30 grammes. Ah oui, quand même. Un pot de yaourt grec ou de fromage blanc un peu dense, type cargue, c'est souvent 15, voire 20 grammes. Une portion de lentilles, 200 grammes une fois cuite, c'est à peu près 15 grammes. Deux œufs, c'est autour de 12-14 grammes. Une petite poignée d'amandes, 30 grammes, c'est 6 grammes. D'accord. On voit qu'en fait, en combinant bien ces aliments sur la journée, on peut y arriver. Les sources sont variées, viande, volaille, poisson, œufs, produits laitiers, mais aussi, il ne faut pas les oublier, les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots secs, le tofu aussi, les noix, les graines. L'idéal, c'est vraiment de varier. Oui, varier pour avoir un peu de tout. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, parfois l'appétit diminue un peu. On peut avoir des problèmes pour mâcher ou simplement moins l'envie de cuisiner si on est seul ou à deux. Comment on peut contourner ça? Ce sont des difficultés bien réelles, oui. Quelques petits trucs. Bon, pour l'appétit, on peut jouer sur les saveurs avec des herbes, des épices, un peu de citron, plutôt que de forcer sur le sel. Bonne idée. Si mâcher devient compliqué, ben on peut privilégier les viandes hachées, le poisson tendre, les œufs, les produits laitiers, les soupes qu'on peut enrichir un peu, les légumes bien cuits ou en purée. L'idée de cuisiner en plus grande quantité et de congeler des portions, c'est excellent pour les jours où on a moins de courage. Oui, ça c'est pratique. Et pensez aussi aux collations qui peuvent apporter des protéines. Un yaourt, un petit morceau de fromage, quelques noix. Et pour le côté facile, réconfortant, j'ai une suggestion toute simple. Une bonne soupe au poulet maison. Classique mais efficace. Ah oui, On prend quelques morceaux de poulet, des cuisses, c'est bien, c'est goûteux. On met des légumes, carottes, céleri, poireaux, oignons, un peu d'ail, du persil. On laisse mijoter doucement. On peut même ajouter quelques petites pâtes à la fin. C'est nourrissant, c'est facile à manger et ça apporte des protéines de façon agréable, non? excellente idée la soupe, surtout quand il fait un peu frais. Et il ne faut pas oublier deux autres choses importantes dans l'assiette, ou plutôt à côté. D'abord, la vitamine D. Ah oui, on en entend parler. Elle est essentielle, pas seulement pour les os, mais aussi pour le bon fonctionnement des muscles. Et le problème, c'est que beaucoup de seniors en manquent, surtout l'hiver, avec le manque de soleil. Hmm. Une supplémentation est souvent conseillée, quelque chose comme 800 à 1000 unités internationales par jour, ou alors une ampoule tous les 2-3 mois. Mais attention, ça, c'est vraiment à discuter avec son médecin traitant, hein, parce que les besoins peuvent varier. D'accord, important de le préciser. Et puis, l'hydratation. Boire de l'eau. La sensation de soif, elle diminue souvent avec l'âge, donc il faut y penser, boire régulièrement tout au long de la journée, même si on n'a pas l'impression d'avoir soif. Environ 1,5 litre, ce serait bien. Bon, alors, bien manger, c'est la base. Indispensable. Mais j'imagine que si on reste assis toute la journée, même en mangeant des protéines, les muscles ne vont pas se renforcer tout seuls. L'exercice physique, c'est donc le deuxième pilier essentiel. Essentiel, oui, vous avez tout dit. L'alimentation donne les briques, mais c'est l'exercice qui dit aux muscles allez, construis. La meilleure stratégie, c'est de combiner deux types d'activités. D'accord, lesquels? Premièrement, ce qu'on appelle les exercices de résistance ou de renforcement musculaire.
C'est eux qui vont directement stimuler le muscle à grossir et à devenir plus fort. Pas besoin de soulever des tonnes, hein. Ouf. Des exercices avec le poids du corps, ça marche très bien. Ou avec des élastiques, des petites bouteilles d'eau, des poids légers. L'idéal, c'est d'en faire 2 ou 3 fois par semaine en essayant de faire travailler les grands muscles, jambes, bras, dos. D'accord. Et le deuxième type? C'est l'endurance, ce qu'on appelle aussi l'aérobic. La marche rapide, le vélo, la natation, même la danse. C'est excellent pour le cœur, la circulation, le souffle et l'endurance en général. Là, on recommande environ 150 minutes par semaine si l'intensité est modérée. Quand on est un peu essoufflé, mais on peut encore parler, D'accord. Ou un peu moins si c'est plus intense? voilà. Ou 75 minutes si c'est plus vigoureux. Certains pourraient se dire, faire du renforcement musculaire à mon âge. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué? Est-ce que je ne vais pas me faire mal? C'est une crainte qu'on entend souvent. Et c'est normal de se poser la question. Mais les études sont vraiment très claires là-dessus. L'entraînement en résistance, quand il est bien adapté à la personne, non seulement ce n'est pas risqué, mais c'est extrêmement bénéfique. Même à un âge très avancé. Ah oui, 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 on a vu des personnes de 80, 90 ans regagner beaucoup de force, améliorer leur équilibre grâce à des programmes adaptés. Le muscle garde une capacité étonnante à s'adapter. Le tout, c'est de commencer doucement et d'être bien guidé au début. et justement, est-ce qu'il y a des exercices simples qu'on peut faire à la maison pour commencer doucement? J'ai vu des trucs qui ont l'air très accessibles, par exemple ce test du lever de chaise. Ah oui, très bien ça. Assis sur une chaise, les bras croisés sur la poitrine, on se lève et on se rassoit 5 fois de suite, le plus vite possible. Apparemment, si ça prend plus de 15 secondes, ça peut être un signe que la force des jambes est un peu juste. Ça ne coûte rien d'essayer chez soi. C'est un excellent test, très facile à faire et très parlant. Ça mesure bien la puissance des jambes qui est super importante pour l'autonomie au quotidien. Il y avait aussi des exercices comme toujours assis, tendre une jambe devant soi, puis l'autre en contrôlant bien, ou debout, en se tenant à une chaise pour être stable, plier une jambe en amenant le genou vers la poitrine, puis l'autre. Oui, très bien aussi. Ou encore se mettre sur la pointe des pieds plusieurs fois de suite. Et puis, bien sûr, la marche, l'activité d'endurance de base, gratuite, facile. Ah, et j'ai lu aussi un truc sur le tour de mollet. Mesurer son mollet au plus large. Si c'est moins de 31 cm, ça pourrait être un signe de masse musculaire un peu faible. Oui, c'est un indicateur simple qui peut alerter, même s'il ne suffit pas à lui seul pour poser un diagnostic, bien sûr, mais ça peut être une raison d'en parler à son médecin. Tous ces exercices sont de très bons exemples. L'important, c'est de trouver ce qui plaît, j'imagine. C'est ça, c'est ça. L'essentiel, c'est de trouver une ou plusieurs activités qu'on aime bien pour rester motivé. La régularité, c'est vraiment la clé. C'est mieux d'en faire un petit peu souvent que beaucoup d'un coup et puis plus rien. Hum, hum. Et puis, écouter son corps, c'est fondamental. On ne doit pas avoir mal. Une petite fatigue dans les muscles après, c'est normal, mais pas de douleur. On peut penser à Madame Persévérance, qui a commencé tout doucement avec 10 minutes de marche par jour et 5 levées de chaise. Oui. Petit à petit, elle a augmenté et elle nous dit qu'elle se sent beaucoup plus stable sur ses jambes, moins vite fatiguée. C'est encourageant, hein. Bien sûr, pour commencer en toute sécurité, surtout si on a déjà des soucis de santé, cœur, articulation, l'avis du médecin traitant ou d'un kiné, c'est toujours une bonne idée. Ils peuvent aider à faire un programme vraiment sur mesure. On a donc l'alimentation, l'exercice. Ce sont les stratégies principales et efficaces aujourd'hui. Mais la recherche, elle continue d'avancer. Est-ce qu'on peut espérer un jour avoir des médicaments pour traiter directement la sarcopénie? Une sorte de pilule miracle pour les muscles? Ah, la pilule miracle. C'est un peu le Graal que beaucoup de chercheurs aimeraient trouver, c'est vrai. Mais il faut être clair et honnête. À l'heure actuelle, il n'existe aucun médicament qui soit spécifiquement approuvé et recommandé pour traiter la sarcopénie dans la pratique courante. D'accord, pas encore. Non. La recherche est très active, bien sûr. On explore différentes pistes, des molécules qui pourraient agir sur les freins naturels que le corps met à la croissance du muscle. Comme la myostéquine. Oui, par exemple. Ou des approches hormonales, comme la testostérone, mais là, il y a souvent des effets secondaires à bien peser. Ou encore d'autres voies métaboliques. Mais c'est complexe. Développer un médicament qui soit à la fois efficace et surtout sûr pour une population souvent âgée qui prend déjà d'autres médicaments, c'est un vrai défi. On imagine. Donc pour l'instant, et probablement pour encore un certain temps, c'est vraiment la combinaison. Alimentation riche en protéines et exercice physique adapté qui reste la stratégie de référence. Celle qui a prouvé qu'elle marche et qu'elle est sûre.
C'est très clair. Si on devait résumer les points clés de notre discussion d'aujourd'hui. Premièrement, vieillir, ça peut être une période positive, active, épanouissante. Oui, Deuxièmement, la sarcopénie, cette perte de force et de masse musculaire, c'est fréquent, mais ce n'est pas une fatalité, on n'est pas obligé de subir ça. Bien manger, avec suffisamment de protéines, et bouger régulièrement, en combinant un peu d'endurance et un peu de renforcement musculaire. c'est une excellente synthèse. Au fond, peut-être que tout ça, ça nous invite simplement à faire attention à nos muscles tout au long de notre vie, de la même façon qu'on fait attention à notre cœur ou à nos os. C'est pas juste pour l'apparence, c'est vraiment essentiel pour rester autonome le plus longtemps possible. Tout à fait. Et j'aimerais peut-être finir avec une petite réflexion, une idée à laisser mûrir. Et si on commençait à voir la force musculaire, la facilité à se lever d'une chaise, la vitesse à laquelle on marche, comme des signes vitaux, presque aussi importants que la tension artérielle ou le taux de sucre dans le sang. Intéressant comme parallèle. Plutôt que d'attendre d'avoir des problèmes, les chutes, la difficulté à porter ses courses, pourquoi ne pas être plus proactif? Observer un peu ses habitudes, celles de ses parents, de ses grands-parents, en parler simplement en famille et oser poser la question à son médecin traitant lors d'une visite. Oui, sans tabou. Voilà, prendre soin de ses muscles, finalement, c'est un investissement pour gagner des années de vie active, autonome et de bonne qualité. N'est-ce pas une perspective plutôt motivante?